Maintenant que ta femme est morte, pleure, fais tes valises et ne reviens plus jamais, m'a dit Ricardo, mon gendre, avec un sourire cruel tout en coupant son steak sur la table. Cette maison n'a jamais vraiment été la tienne. Ma fille Clara s'est contentée de sourire et d'acquiescer, comme s'il discutait de la météo. Le silence qui a suivi était assourdissant. La table où Elena et moi avions partagé des milliers de repas pendant 35 ans ressemblait désormais à un tribunal où j'étais jugé et condamné. Cela faisait exactement une semaine que nous avions enterré ma femme. Une semaine depuis que j'avais tenu sa main froide pour la dernière fois à l'hôpital, lui promettant que je m'occuperais de tout comme elle l'avait toujours fait. La douleur était encore si vive que respirer me faisait mal. Je m'appelle Tony et, à 68 ans, je n'aurais jamais imaginé être expulsé de ma propre maison par ma fille unique et son mari. « Passe-moi le sel », demanda Ricardo d'un ton désinvolte, comme s'il ne venait pas de détruire ma vie en une phrase. Je lui tendis la salière, les mains légèrement tremblantes. Pas de peur, mais d'une rage froide qui commençait à former un nœud dans mon estomac. Ricardo avait 29 ans lorsqu'il a épousé Clara, il y a 15 ans. Dès le premier jour, j'ai compris qu'il voyait notre famille comme une opportunité commerciale. Il posait toujours des questions sur les investissements, s'intéressait toujours à nos finances, suggérait toujours que Clara méritait mieux que ce que nous pouvions lui offrir. 2 semaines devraient te suffire pour trouver un endroit convenable, a poursuivi Ricardo en s'essuyant la bouche avec sa serviette comme s'il terminait une réunion de travail. Peut-être une de ces maisons de retraite qui proposent des activités pour les personnes de ton âge. Clara a finalement pris la parole, d'une voix étrangement distante. C'est pour ton bien, papa. Cette maison est trop grande pour toi tout seul. Et avec la situation économique actuelle, Ricardo et moi devons penser à l'avenir de notre famille. Je regardais ma fille, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, qui avait pleuré dans mes bras lorsqu'elle s'était cassé le bras à 8 ans, qui m'appelait « héros » quand elle était petite. À présent, elle évitait mon regard, faisant semblant d'être très occupée à disposer la salade dans son assiette. « Je comprends », ai-je répondu calmement, surprenant tout le monde par mon sang-froid. En vérité, je m'y attendais. Elena m'avait prévenu quelques mois avant sa mort. « Tony, regarde comment il regarde notre maison, nos affaires. Il compte les jours. » À l'époque, j'avais pensé que c'était l'effet des médicaments. Maintenant, je réalisais que ma femme, même malade, était encore plus perspicace que moi. Très bien, sourit Ricardo, visiblement soulagé de ne pas avoir rencontré de résistance. Nous pouvons commencer à prendre quelques mesures demain. Nous pensons abattre le mur entre le salon et la cuisine. Ils avaient déjà des plans. Pendant que je veillais le corps de ma femme, ils planifiaient des rénovations. Je terminais mon dîner en silence, chaque bouchée pesant comme du plomb dans mon estomac. Lorsque je me levai pour monter, Ricardo ajouta avec une fausse gentillesse. « Ah, Tony, tu ferais mieux de commencer à te débarrasser de certaines choses. Nous ne voulons pas que le déménagement soit trop traumatisant. » Traumatisant. Comme si être expulsé de la maison où j'avais construit ma vie n'était qu'un petit désagrément. Je montais lentement les escaliers, chaque marche résonnant dans le silence. Dans la chambre que j'avais partagée avec Elena pendant 3 décennies, je m'assis sur le bord du lit et regardais autour de moi. Les rideaux qu'elle avait choisis, la commode où elle rangeait ses bijoux, le fauteuil où elle lisait ses romans tous les soirs. 2 semaines pour emballer toute une vie. Mais en regardant par la fenêtre le jardin qu'Elena aimait tant, un souvenir m'est revenu. 3 mois avant sa mort, elle avait insisté pour que nous allions à la banque, mettre à jour certains documents importants. À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait simplement de formalités administratives de fin de vie. Je me demandais maintenant si ma femme, prévoyante comme toujours, avait laissé quelques surprises à Ricardo et Clara. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette apparente défaite allait se transformer en la plus grande erreur que Ricardo ait jamais commise. Car pendant qu'il mesurait mon salon le lendemain, j'allais faire un tour à la banque. Et ce que j'allais y découvrir allait tout changer. Le lendemain matin, je me suis réveillé au bruit des voix dans le salon. Il n'était que 7 heures du matin, mais Ricardo et Clara étaient déjà en bas, discutant d'un ton animé qui contrastait fortement avec le deuil qui planait encore sur cette maison. Je descendis les escaliers et les trouvai en train de mesurer le mur entre le salon et la cuisine, exactement comme Ricardo l'avait mentionné la veille au soir. Clara tenait l'une des extrémités du mètre ruban, tandis qu'il notait des chiffres dans un nouveau cahier. « Bonjour », dis-je, la voix encore enrouée par le sommeil. Ricardo me jeta à peine un regard. « Tony, c'est parfait. Nous étions en train de calculer combien cela coûtera de démolir ce mur. 3,5 mètres, Clara. Note ça. » Ma fille m'a finalement salué d'un signe de tête rapide, comme si j'étais un voisin importun qui était arrivé au mauvais moment. « Vous n'avez pas perdu de temps, » ai-je commenté en me dirigeant vers la cuisine pour faire du café. « Le temps, c'est de l'argent, » a répondu Ricardo. «
sa phrase préférée depuis que je le connaissais. Nous voulons commencer les travaux dès que vous aurez déménagé. Le marché immobilier est en pleine effervescence en ce moment, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Pendant que le café coulait, j'observais cet homme qui était devenu mon gendre 15 ans plus tôt. Ricardo avait toujours été différent des autres petits amis de Clara. Plus calculateur, plus intéressé à impressionner Elena et moi qu'à vraiment connaître notre fille. Je me souviens de la première fois où j'ai amené Clara dîner. Il a passé plus de temps à poser des questions sur ma profession, nos investissements et la valeur de la maison qu'à discuter avec elle. Elena et moi avons trouvé cela étrange, mais Clara semblait ravie de toute cette attention. Papa travaillait dans le bâtiment, a expliqué Ricardo ce premier soir. Il m'a toujours appris à bien évaluer les propriétés. Cette maison a une structure solide. À l'époque, je pensais que c'était juste de l'intérêt professionnel. Maintenant, je comprenais qu'il s'agissait de pure spéculation. Au fil des ans, Ricardo trouvait toujours le moyen de s'immiscer dans nos décisions financières. Lorsque nous avons acheté une nouvelle voiture, il nous a suggéré un concessionnaire où il avait des contacts. Lorsque nous avons renouvelé notre assurance vie, il connaissait un courtier qui pouvait nous offrir des conditions spéciales. Elena s'en méfiait, mais je pensais qu'il se comportait comme un bon gendre, essayant d'aider la famille. Ricardo, dis-je en revenant dans le salon avec ma tasse de café, j'aimerais savoir quelque chose. Il s'arrêta de mesurer et me regarda avec cette expression patiente qu'il avait quand il pensait que j'étais lent à comprendre quelque chose d'évident. Tu as dit que la maison ne m'avait jamais vraiment appartenu. Peux-tu m'expliquer cela? Clara échangea un rapide regard avec son mari. C'est elle qui répondit. Papa, tu sais comment ça marche. Techniquement, la maison était au nom de grand-père, puis elle est passée à maman quand il est mort, et maintenant elle passe à moi. Tu as toujours été plus comme un occupant. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. 43 ans à m'occuper de cette maison, à la peindre, à la rénover, à payer les impôts, et je n'étais qu'un occupant. Perspective intéressante. Ai-je dit calmement. Et d'où vient cette interprétation juridique? Ricardo a fermé son cahier et m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois de la matinée. Tony, je vais être franc avec vous parce que Clara m'a demandé d'être gentil, mais vous devez comprendre la réalité. Elena contrôlait les finances de la famille depuis des années. La maison, les factures, les investissements, tout était à son nom. Maintenant qu'elle n'est plus là, ses responsabilités reviennent naturellement à Clara. Naturellement, répétai-je en savourant le mot. Exactement. Et franchement, à ton âge, avec ta santé, ça n'a aucun sens que tu portes ce fardeau tout seul. Les impôts fonciers, l'entretien, les factures d'énergie qui ne font qu'augmenter. C'est beaucoup de responsabilités pour un homme qui devrait se détendre et profiter de ses années dorées. La condescendance dans sa voix était presque palpable. Il me parlait comme si j'étais un enfant qui avait besoin d'explications simples sur le fonctionnement du monde. De plus, a poursuivi Ricardo, Clara et moi envisageons d'agrandir la famille. Nous avons besoin d'espace, et cette maison a tellement de potentiel inexploité. Cette chambre d'amis pourrait faire une magnifique chambre d'enfant, et en abattant le mur, nous obtiendrions un concept ouvert beaucoup plus moderne. Clara a souri en entendant parler de leur projet d'enfant, une discussion qu'ils avaient manifestement déjà eue plusieurs fois sans moi. Depuis combien de temps vous y pensez? Ai-je demandé. À quoi? A répondu Clara, un peu trop sur la défensive. La rénovation. Le déménagement. Ma réaffectation. Ricardo et Clara ont échangé un autre regard. Cette fois, c'est lui qui a répondu. Pour être honnête, Elena et moi en avons parlé plusieurs fois ces derniers mois. Elle s'inquiétait que tu restes seul ici après son départ. C'est elle qui a suggéré que Clara assume davantage de responsabilités à la maison. Ma main trembla légèrement lorsque je portais la tasse à ma bouche. Elena avait-elle discuté de mon départ avec mon gendre? Cela n'avait aucun sens. Elle avait toujours été protectrice, elle avait toujours défendu notre indépendance. Elena a dit ça? Demandai-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Plusieurs fois, confirma rapidement Clara. Elle m'appelait quand tu n'étais pas là, inquiète. Elle disait que tu devenais distrait, que tu laissais les lumières allumées, que tu oubliais parfois de fermer la porte à clé. Chaque mot était un mensonge, et je le savais. Elena n'avait jamais douté de mes capacités. Au contraire, elle me disait toujours que j'étais le plus organisé de nous deux. Mais la façon dont elle racontait ses histoires, avec des détails précis et une inquiétude feinte, m'a presque fait douter de mes propres souvenirs. Écoute, Tony, a dit Ricardo en rangeant le mètre-ruban, nous ne voulons pas que cela soit traumatisant pour toi. C'est pourquoi nous sommes indulgents avec le délai. 2 semaines, c'est généreux,
étant donné que nous pourrions exiger le transfert immédiat de la propriété. Généreux. Comme si c'était une faveur de me donner 2 semaines pour quitter la maison où j'avais vécu pendant des décennies. Et si je ne veux pas partir? Ai-je demandé, plus par curiosité que par défi. Le silence qui a suivi était glacial. Ricardo a posé sa main sur l'épaule de Clara, un geste possessif que j'avais déjà remarqué auparavant. « Papa, » a finalement dit Clara, « s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Nous t'aimons, mais il y a des questions juridiques en jeu. Des questions que tu ne comprends probablement pas tout à fait. » « Des questions juridiques, » répétai-je. « Oui, » ajouta Ricardo. « Elena a tout précisé dans ses documents. J'ai des copies, si tu veux les voir. » Sa voix était empreinte d'une confiance absolue. Il croyait vraiment avoir toutes les cartes en main. À ce moment-là, je me suis souvenu de la visite à la banque qu'Elena avait insisté pour que nous fassions. Des documents importants, avait-elle dit. Des mises à jour nécessaires. J'aimerais voir ces documents, ai-je dit calmement. Ricardo a souri, visiblement satisfait que je coopère enfin avec l'inévitable. Bien sûr. Ils sont dans ma voiture. Je vais les chercher. Pendant qu'il sortait, Clara s'approcha de moi avec une expression qui se voulait réconfortante. « Papa, je sais que c'est difficile. Mais tu verras, quand tu déménageras dans un endroit plus approprié, tu te sentiras beaucoup mieux. Sans toutes ces responsabilités, sans le stress d'entretenir une si grande maison. » Approprié. Responsabilité. Stress. Comme si 43 ans de vie construite dans cette maison n'étaient que des problèmes dont je devais me libérer. Ricardo revint avec un dossier bien organisé, du genre de ceux qu'il utilisait pour ses présentations au travail. À l'intérieur, il y avait des copies de documents que je reconnaissais vaguement. Notre certificat de mariage, l'acte de propriété de la maison, le testament d'Elena. « Regardez ici », dit-il en pointant une ligne spécifique du testament. La propriété revient directement à Clara, en tant que seule fille survivante. Tu as le droit d'habiter ici tant que tu es marié à Elena, mais ce droit prend fin à son décès. J'ai lu les mots, essayant de comprendre le jargon juridique. Cela semblait légitime, mais quelque chose ne collait pas. L'écriture était celle d'Elena, mais certaines phrases semblaient étranges, différentes de la façon dont elle s'exprimait habituellement. « Ce testament a-t-il été mis à jour récemment » demandai-je. « Il y a environ 6 mois, » répondit Ricardo sans hésiter. Elena voulait s'assurer que tout était en ordre, surtout après que les médecins aient confirmé que le traitement ne fonctionnait pas. 6 mois auparavant. Exactement au moment où Elena avait insisté pour que nous allions à la banque afin de mettre à jour des documents importants. Mais en regardant les papiers que Ricardo tenait dans ses mains, un souvenir précis me revint. Lors de notre dernière visite à la banque, Elena m'avait serré la main avec une force inhabituelle et m'avait dit quelque chose qui m'avait semblé confus à l'époque. « Tony, promets-moi que tu vérifieras toujours tout 2 fois. Certaines personnes sont très douées pour faire passer des documents officiels alors qu'ils ne le sont pas. À l'époque, j'avais pensé que c'était ces médicaments qui parlaient. Maintenant, je me demandais si elle essayait de me mettre en garde contre quelque chose. Bon, dis-je en rendant les documents, je suppose que je devrais commencer à chercher un endroit où vivre. » Le soulagement sur leur visage était évident. Ils s'attendaient à de la résistance, des larmes, des supplications. Au lieu de cela, ils ont trouvé une apparente acceptation. « Très bien, » a dit Ricardo en rangeant le dossier. « Clara connaît d'excellents endroits pour les personnes dans votre situation. Nous allons vous aider à chercher. » Dans ma situation, ai-je répété mentalement. Veuf. Âgé. Jetable. Il y a juste une chose, ai-je ajouté avec désinvolture. J'aimerais aller à la banque aujourd'hui pour vérifier certains détails de mes comptes. Juste pour m'assurer que je comprends bien la situation financière avant de prendre des décisions concernant mon logement. Pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose passer dans les yeux de Ricardo. Ce n'était pas exactement de l'inquiétude, mais une hésitation qu'il a rapidement masquée. « Bien sûr, » dit-il. « Mais n'oubliez pas que la plupart des comptes étaient au nom d'Elena. Il n'y aura peut-être pas grand-chose à vérifier. » Je lui souris en retour, gardant une expression neutre. « Je comprends. Mais Elena a toujours été très organisée. Je suis sûr qu'elle a tout documenté clairement. » Après leur départ pour visiter quelques propriétés qui pourraient me convenir, je m'assis dans le fauteuil où Elena avait l'habitude de lire et je contemplais la situation. En moins de 24 heures, j'étais passé du statut de mari en deuil à celui d'occupant illégal de ma propre maison. Ma fille et mon gendre avaient des documents, des plans et une confiance absolue dans leur droit de me chasser de ma vie. Mais alors que je finissais mon café, déjà froid, quelque chose en moi a commencé à s'éveiller. Ce n'était pas exactement de la colère, mais une froide détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années.
Elena m'avait emmené à la banque 3 mois avant sa mort. Elle m'avait tenu la main et m'avait mis en garde contre des documents qui semblaient officiels alors qu'ils ne l'étaient pas. Et maintenant, j'avais 2 semaines pour découvrir exactement ce que ma femme avait préparé pour ce moment. Car connaissant Elena comme je la connaissais, elle ne m'aurait jamais laissé complètement sans défense. Et si Ricardo pensait que je n'étais qu'un vieil homme confus qu'on écartait gentiment, il allait découvrir à quel point il se trompait. La visite à la banque ne pouvait plus attendre. La Banque nationale se trouvait à 15 minutes de chez moi, mais le trajet m'a semblé interminable. Chaque feu rouge me donnait plus de temps pour réfléchir à ce que j'allais trouver, et chaque pensée oscillait entre l'espoir et le désespoir. Je me suis garé à l'endroit où Elena et moi nous arrêtions toujours, à l'ombre du chêne qu'elle disait être son préféré. Les racines sont profondes, disait-elle souvent. Même quand les tempêtes arrivent, l'arbre reste debout. Margaret Silva, la directrice qui nous servait depuis 15 ans, m'a accueilli avec le sourire attentionné réservé aux clients en deuil. Monsieur Tony, je suis ravi de vous voir. Encore toutes mes condoléances. Madame Elena était une femme exceptionnelle. Merci, Margaret. J'ai besoin de faire le point sur notre situation financière. Je fais face à quelques changements inattendus. Elle m'a conduit à son bureau, la même pièce où Elena avait insisté pour que nous venions 3 mois plus tôt. À l'époque, j'étais resté dans la salle d'attente pendant qu'elle réglait quelques détails techniques. Je vais accéder à vos comptes, a déclaré Margaret en tapant sur son ordinateur. Au bout de quelques minutes, ses sourcils se sont légèrement relevés. Monsieur Tony, il y a plusieurs comptes ici que vous ne connaissez peut-être pas tous. Mon estomac s'est noué. Quel genre de compte? Eh bien, en plus du compte courant que vous avez toujours utilisé, il y a un compte d'épargne important, 2 certificats de dépôt et... Elle s'est interrompue pour vérifier l'écran. Un compte professionnel au nom de Henderson et Associés Consulting. Henderson et Associés? Répétez-je. Je n'ai jamais entendu parler de cette société. D'après nos registres, elle a été créée il y a 5 ans. Madame Elena en était la propriétaire principale, et vous êtes répertorié comme associé et bénéficiaire unique en cas de décès. Margaret imprima plusieurs documents et les posa devant moi. Les chiffres sur les pages semblaient irréels. Le compte d'épargne avait un solde qui pourrait soutenir mon style de vie pendant des décennies. Les certificats de dépôt représentaient des investissements dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Mais c'est le compte d'entreprise qui m'a vraiment choqué. Cette entreprise a-t-elle des revenus réguliers? Demandai-je en montrant les relevés qui indiquaient des dépôts mensuels réguliers. Oui, des contrats de conseil avec plusieurs entreprises locales. Principalement dans le domaine de l'analyse de l'efficacité opérationnelle et de l'optimisation des processus. Madame Elena était très respectée dans ce domaine. Elena avait travaillé comme directrice des opérations dans une grande entreprise avant de prendre sa retraite 10 ans auparavant. Apparemment, elle n'avait jamais vraiment cessé de travailler. Elle avait simplement changé de stratégie. Margaret, pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? La directrice hésita, visiblement mal à l'aise. Monsieur Tony, puis-je parler franchement? J'acquiesçai. Ces dernières années, Madame Elena a exprimé des inquiétudes concernant des pressions familiales. Elle a mentionné que certains membres de sa famille avaient des attentes financières irréalistes et qu'elle souhaitait protéger son indépendance future. Des pressions familiales, répétai-je en pensant à Ricardo et à ses questions incessantes sur nos investissements. Il y a autre chose, a poursuivi Margaret. Madame Elena a laissé des instructions spécifiques en cas de contestation de ses dispositions financières. Elle a ouvert un tiroir verrouillé et en a retiré une enveloppe scellée à mon nom. Elle m'a demandé de vous remettre ceci en main propre si des questions se posaient quant à la légitimité des documents ou au droit de propriété. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la main familière d'Elena et plusieurs photocopies de documents. Mon cher Tony, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que nos inquiétudes concernant la famille se sont concrétisées. J'espère que tu n'auras jamais besoin d'utiliser ces informations, mais si c'est le cas, sache que chaque décision que j'ai prise l'a été pour te protéger et protéger notre vie ensemble. La lettre expliquait qu'Elena avait découvert que Ricardo enquêtait sur nos finances depuis des années, allant même jusqu'à essayer d'accéder à nos informations bancaires sans autorisation. Elle avait documenté chaque tentative, chaque question suspecte, chaque moment où il avait manifesté un intérêt excessif pour notre situation financière. Mais le plus révélateur étaient les photocopies jointes. Des documents montrant que Ricardo avait falsifié plusieurs de mes signatures sur des documents que je n'avais jamais vus, tenté d'ouvrir des comptes joints à mon insu, et même consulté un avocat au sujet des droits successoraux en cas de dépendance sénile. Elena a découvert tout cela. Ai-je demandé à Margaret.
Madame Elena était très méticuleuse. Quand elle a commencé à avoir des soupçons, elle a engagé un détective privé. Elle dispose de tous les documents nécessaires pour prouver que les documents dont vous avez parlé au téléphone hier sont probablement des faux. Des faux. Les documents que Ricardo m'avait montrés avec tant d'assurance étaient faux. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Clara. « Papa, où es-tu ? Ricardo est venu pour prendre les mesures et tu n'es pas à la maison. Je suis à la banque, je règle quelques affaires. » Quelles affaires ? Papa, tu ne devrais pas prendre de décision financière tout seul. Ricardo peut t'aider pour ça. L'ironie était presque drôle. Ricardo voulait m'aider précisément avec les finances qu'il essayait de me voler. Clara, depuis combien de temps Ricardo et toi prévoyez-vous de me mettre à la porte ? Silence à l'autre bout du fil. Papa, de quoi parles-tu ? Nous voulons seulement le meilleur pour toi. Et le meilleur pour moi, c'est d'être expulsé de ma maison une semaine après avoir enterré ta mère. Papa, tu exagères. Personne ne te met à la porte. Nous t'offrons une meilleure option de vie. J'ai raccroché le téléphone et reporté mon attention sur Margaret. Y a-t-il autre chose que je dois savoir ? Monsieur Tony, Madame Elena a également constitué un fonds légal. En cas de contestation ou de manipulation, des ressources sont disponibles pour assurer une défense complète, y compris une enquête pour fraude et falsification de documents. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai ressenti autre chose que de la tristesse et du choc. J'ai senti une colère froide et déterminée monter en moi. Elena ne m'avait pas seulement protégé financièrement. Elle m'avait armé pour la guerre que je ne savais même pas que je menais. Margaret, j'aimerais avoir accès à tous ces fonds et je voudrais également parler au détective privé qu'Elena a engagé. Bien sûr. Je m'en occuperai dès aujourd'hui. Lorsque je suis sorti de la banque une heure plus tard, je n'étais plus le veuf confus et vulnérable qui y était entré. Je savais désormais exactement à quoi j'avais affaire et plus important encore, je savais que j'avais les moyens d'y faire face. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était Ricardo. « Tony, nous devons parler. » Tout de suite. « Bien sûr, Ricardo. Je rentre chez moi. » Parfait. « Et Tony, apporte tous les documents bancaires que tu as. Nous voulons nous assurer que tout est bien réglé. » Je souris pour la première fois depuis des jours. « Ne t'inquiète pas, Ricardo. J'apporterai tous les documents dont tu as besoin. » Car pendant qu'ils mesuraient mon salon, pensant réaménager leur nouvelle maison, j'étais sur le point de leur montrer exactement qui était le véritable propriétaire. La guerre qu'Elena avait prédite était enfin déclarée. Et contrairement à ce que Ricardo imaginait, je n'étais pas un vieil homme sans défense qu'on écartait gentiment de son chemin. J'étais un adversaire armé jusqu'aux dents, financé et furieux, qu'ils avaient fatalement sous-estimé. La seule mesure qui importait n'était pas celle de leur salon, mais l'ampleur de l'erreur qu'ils avaient commise. Quand je suis arrivé à la maison, Ricardo et Clara étaient dans le salon avec un homme que je ne connaissais pas, tous penchés sur des plans architecturaux éparpillés sur la table basse. « Tony, parfait », a dit Ricardo sans lever les yeux. « Voici Marcus, notre architecte. Nous discutions des possibilités de rénovation. » L'architecte, un jeune homme portant des lunettes modernes, m'a salué poliment. « Monsieur Tony, quelle magnifique propriété. Avec quelques modifications, elle pourrait devenir vraiment spectaculaire. » « Des modifications », répétai-je en observant les annotations au stylo rouge sur les plans. « Un concept totalement ouvert », expliqua Clara avec enthousiasme. « Nous abattons le mur entre le salon et la cuisine, agrandissons la chambre principale et transformons votre bureau en dressing. » Mon bureau. L'endroit où Elena et moi avions l'habitude de planifier notre retraite, où elle gardait ses livres de comptabilité, où nous passions des heures à discuter de nos rêves. « Et quand ces travaux commenceraient-ils » demandai-je calmement. « Dès que vous aurez déménagé », répondit Ricardo. « En fait, Marcus peut commencer lundi prochain. 2 semaines, c'est largement suffisant pour vous trouver un endroit convenable. » L'architecte semblait mal à l'aise avec cette conversation. « Je devrais peut-être revenir quand vous aurez réglé les détails familiaux, » murmura-t-il. « Il n'y a pas de détails à régler, » dit Ricardo fermement. « Tony comprend la situation. N'est-ce pas, Tony ?» Je souris et acquiesçai. « Je comprends parfaitement. » Après le départ de l'architecte, Ricardo s'approcha de moi avec une expression qui se voulait paternelle. « Tony, je sais que c'est difficile. Mais pensez aux possibilités. Sans la responsabilité d'entretenir cette maison, vous pourrez vous concentrer sur vos années dorées. Peut-être voyager, rencontrer des gens de votre âge. »« De mon âge, » répétai-je. « Exactement. Des gens qui comprennent vos défis. L'isolement n'est bon pour personne, surtout pour quelqu'un qui fait face à une perte. »
La condescendance dans sa voix était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient partis voir d'autres propriétés qui pourraient me convenir, j'ai appelé le numéro que Margaret m'avait donné. Harrison Investigation, a répondu une voix féminine. Je voudrais parler à quelqu'un au sujet de l'affaire Helena Henderson. Un instant, s'il vous plaît. Une voix masculine prit le relais. Tony, c'est James Harrison. Helena m'a beaucoup parlé de vous. Je suis désolé pour votre perte. Merci. Margaret m'a dit que vous aviez des informations sur Ricardo. J'ai un dossier complet. Je peux être là dans 1 heure, si vous voulez. James Harrison arriva pile à l'heure, un homme d'une 50aine d'années à l'allure professionnelle, un gros dossier sous le bras. Helena m'a engagé il y a 8 mois, expliqua-t-il en s'asseyant dans le fauteuil qu'Helena avait l'habitude d'occuper. Elle soupçonnait Ricardo de mener des investigations financières irrégulières. Il ouvrit son dossier et commença à montrer des photos, des documents et des rapports. Ricardo a tenté d'accéder à vos informations bancaires au moins 12 fois au cours des 2 dernières années. Il a toujours utilisé des méthodes douteuses, se faisant passer pour vous au téléphone, essayant de convaincre les employés qu'il agissait en votre nom. Les photos montraient Ricardo sortant de cabinets d'avocats spécialisés en droit successoral, discutant avec des experts immobiliers, voire visitant des maisons de retraite. Il planifiait cela depuis longtemps, murmurai-je. Plus de 2 ans, d'après nos dossiers. Mais Helena a découvert quelque chose de plus troublant. James sortit une autre pile de documents. Voici les testaments que Ricardo vous a présentés aujourd'hui. Nous les avons comparés aux documents originaux conservés au greffe. Ce sont des faux très bien faits, mais des faux. Mon estomac se noie. Comment avez-vous eu accès aux documents originaux? Helena m'a donné procuration pour enquêter. Son véritable testament est très différent de celui que Ricardo prétend être le sien. James ouvrit le document officiel. Le véritable testament me léguait la maison, Clara n'étant l'héritière que si je venais à mourir ou si je décidais de lui céder volontairement la propriété. Ricardo a falsifié un testament entièrement nouveau, poursuivit James. Et ce n'est pas la première fois. Nous avons trouvé des preuves qu'il a tenté de falsifier sa signature sur au moins 6 documents financiers différents au fil des ans. Pourquoi Helena ne m'en a-t-elle pas parlé? Elle voulait être absolument certaine avant de t'inquiéter. Et James hésita. Elle avait peur que tu essaies de confronter Ricardo directement, ce qui lui aurait donné le temps de détruire des preuves ou de créer de nouveaux faux. Nous passâmes les 2 heures suivantes à examiner chaque élément de preuve. Des photos de Ricardo avec des faussaires connus, des enregistrements de conversations où il discutait de moyens d'accélérer l'héritage, et même des preuves qu'il avait tenté de soudoyer des employés du notaire. Que voulait Helena que je fasse de tout ça? Demandai-je finalement. Elle a laissé des instructions précises. Si Ricardo essayait de vous expulser de la maison, vous deviez utiliser ces preuves non seulement pour vous défendre, mais aussi pour vous assurer qu'il subisse toutes les conséquences légales. James sortit un dernier document du dossier. Helena a également créé un fonds pour les frais juridiques. Elle a engagé le meilleur cabinet d'avocats de la région et a déjà payé 2 ans d'honoraires à l'avance. À ce moment-là, j'ai entendu des voitures dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai vu Ricardo et Clara revenir, accompagnés d'une femme bien habillée qui portait un dossier, probablement une agente immobilière. James, combien de temps vous faut-il pour préparer une réponse juridique complète? Avec les preuves dont nous disposons, 24 heures pour les documents initiaux. 1 semaine pour un dossier complet qui inclurait des accusations criminelles pour falsification et fraude. Faites-le. Tony, vous êtes sûr? Cela va bien au-delà de la simple conservation de votre maison. Ricardo risque la prison. Je jetai un nouveau coup d'œil par la fenêtre. Ricardo gesticulait avec animation en direction de l'agent immobilier, montrant différentes parties de la propriété comme s'il en était déjà le propriétaire. Helena a passé 8 mois à protéger notre famille d'un homme qui complotait de nous voler. Il a falsifié des documents, a tenté de me frauder, et maintenant il essaie de me chasser de ma propre maison 1 semaine après que j'ai enterré ma femme. Je reportai mon attention sur James. Faites tout ce qu'il faut. Je veux qu'il subisse toutes les conséquences juridiques possibles. Après le départ de James, je me suis assis dans le bureau d'Helena et j'ai ouvert son dernier cadeau pour moi. Une enveloppe que Margaret m'avait dit d'ouvrir lorsque je serais prête à agir. À l'intérieur, il y avait une dernière lettre. Mon cher Tony, si tu lis ceci, c'est que Ricardo a montré son vrai visage. Ne te sens pas coupable de ce que tu t'apprêtes à faire. Protéger notre famille signifie parfois la protéger de ses propres membres qui ont choisi la mauvaise voie. Tu n'es pas seulement mon mari, tu es mon héros. Maintenant, montre-leur pourquoi. Lorsque Ricardo, Clara et l'agent immobilier entrèrent,
Ils me trouvèrent dans le salon, assis calmement dans mon fauteuil. « Tony, voici Sandra, notre agent immobilier », annonça Ricardo. Elle voulait jeter un œil à la propriété pour évaluer son potentiel sur le marché. « Quelle magnifique propriété !» dit Sandra d'un ton professionnel. Avec les rénovations prévues, elle pourrait facilement valoir 60% de plus que sa valeur actuelle. 60%, répétai-je. Ça représente combien d'argent? Environ 240 000 $ de plus, répondit-elle sans hésiter. Je jetai un coup d'œil à Ricardo et Clara, qui échangèrent des sourires satisfaits. Et quand comptez-vous mettre la propriété en vente? Dès que vous aurez déménagé, répondit Clara. Sandra a dit qu'elle pouvait prendre quelques photos demain, juste pour que tout soit prêt. Je vois. Sandra ouvrit son dossier. Monsieur Tony, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais prendre quelques mesures de base. C'est la procédure standard pour les évaluations préliminaires. Bien sûr, répondis-je. Prenez toutes les mesures que vous voulez. Pendant que Sandra prenait des notes et que Ricardo planifiait des rénovations qui n'auraient jamais lieu, j'observais avec un calme qu'ils interprétèrent comme de la résignation. Si vous suivez cette histoire de dépassement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont suivi allait complètement bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans cette famille. Car pendant qu'ils mesuraient une maison qu'ils pensaient être la leur, j'attendais simplement l'appel de James Harrison confirmant que tous les documents juridiques étaient prêts. Les calculs qui importaient vraiment n'étaient pas ceux des mètres carrés ou des valeurs marchandes. C'étaient les calculs de la justice. Et cette facture était sur le point d'être payée en totalité. Le lendemain matin, Ricardo et Clara sont arrivés tôt, accompagnés de Sandra et d'un notaire que je n'avais jamais vu auparavant. « Tony, nous avons amené M. Mendes pour officialiser le transfert de propriété », annonça Ricardo, d'une voix empreinte d'une solennité feinte. « Nous pensons qu'il vaut mieux régler tout cela aujourd'hui. » Le notaire, un homme mince à lunettes, ouvrit un dossier professionnel. « Monsieur Tony, vous devez simplement signer quelques documents pour transférer la propriété à votre fille Clara. »« Comme c'est pratique, » répondis-je calmement. « Mais avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais vous montrer quelques documents que j'ai trouvés. » Je posai le dossier de James Harrison sur la table basse, exactement là où ils avaient étalé leurs plans architecturaux la veille. « Quels documents ?» demanda Clara, la voix légèrement tendue. « Eh bien, nous avons d'abord ce testament, » dis-je en ouvrant le dossier et en retirant le document officiel. Le véritable testament d'Elena, dûment enregistré au greffe. Le visage de Ricardo pâlit visiblement. « Tony, nous en avons déjà discuté. Tu as le testament. »« Oui, je l'ai. Mais apparemment, le document que tu m'as montré est un faux très bien fait. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Sandra nous regardait tous, clairement mal à l'aise. Le notaire fronça les sourcils. « Un faux ?» demanda Clara d'une voix aiguë. « Papa, de quoi parles-tu » Je remis une copie du rapport de James Harrison au notaire. Voici un rapport technique comparant les deux documents. Comme vous pouvez le constater, les signatures sont falsifiées et le papier utilisé n'existait même pas lorsqu'Elena était en vie. Ricardo tenta de garder son sang-froid. « Tony, c'est ridicule. Pourquoi quelqu'un falsifierait-il un testament ?»« Excellente question, » répondis-je en sortant d'autres documents du dossier. « Ces photos vous éclaireront peut-être. » J'étale sur la table les photos que James a collectées. Ricardo sortant de cabinet d'avocats spécialisés en succession, discutant avec des faussaires, visitant des maisons de retraite. « Qu'est-ce que c'est » murmure Clara en prenant l'une des photos. « Des preuves que votre mari prévoit de me chasser de cette maison depuis plus de 2 ans, Clara. Y compris des tentatives de falsification de ma signature sur des documents bancaires. » Le notaire examinait les documents avec une inquiétude croissante. « Monsieur Ricardo, ce sont des rapports très graves. S'ils sont confirmés, ils constituent des crimes fédéraux. » C'est alors que Ricardo perdit finalement son sang-froid. « Tony, vous êtes manipulé par quelqu'un. Ces preuves peuvent être fabriquées. »« C'est possible, » ai-je acquiescé. « C'est pourquoi j'ai aussi ça. » J'ai posé sur la table les enregistrements que James avait obtenus. Des conversations téléphoniques dans lesquelles Ricardo discutait d'accélérer l'héritage et de supprimer les obstacles familiaux. « Ma voix ne peut pas être fabriquée, » a déclaré Ricardo, mais sa confiance s'effritait rapidement. Clara a pris l'un des relevés bancaires et son visage s'est crispé à la lecture. « Ricardo, avez-vous essayé d'accéder au compte de papa sans autorisation ?»« Clara, j'essayais de protéger notre famille. »« Protéger ?» ai-je explosé pour la première fois, ma voix résonnant dans la pièce. « Tu as falsifié des documents pour voler la maison où j'ai vécu pendant 43 ans. »
À ce moment-là, la sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai vu 2 voitures officielles se garer dans l'allée. « Ah, dit-il calmement, ça doit être la police. » Le visage de Ricardo est devenu gris. La police. Bien sûr. La falsification de documents et la tentative de fraude sont des crimes graves. James Harrison a remis toutes les preuves au procureur hier après-midi. Clara laissa tomber les papiers. « Papa, tu as appelé la police. » « Non, ma chérie. J'ai simplement coopéré à une enquête déjà en cours. » Apparemment, Ricardo n'est pas le seul à faire l'objet d'une enquête pour des fraudes similaires. Les agents entrèrent après que j'eus donné mon autorisation, l'un d'eux consultant un mandat officiel. « Ricardo Mendes ?» demanda le détective. « C'est moi », répondit Ricardo d'une voix à peine audible. « Vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, tentative de fraude et manipulation de documents officiels. » Pendant qu'il lui lisait ses droits, Ricardo me regarda avec un mélange de haine et de désespoir. « Tu as tout planifié » m'accusa-t-il. « Elena t'a aidé à me piéger. » « Non, Ricardo, » répondis-je calmement. « Elena m'a protégé de toi. Il y a une différence. » Clara pleurait maintenant, la réalité finissant par pénétrer son déni. « Papa, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien des falsifications. » Je regardais ma fille, voyant en elle l'enfant qu'elle était avant que Ricardo n'empoisonne sa vision de la famille et de la loyauté. « Clara, ta mère a laissé une somme d'argent pour ta défense, à condition que tu coopères pleinement à l'enquête. » Le détective confirma que Clara ne serait pas arrêtée immédiatement, mais qu'elle devrait comparaître devant le tribunal en tant que témoin. Sandra et le notaire sont sortis rapidement, voulant clairement prendre leur distance avec toute cette situation. Alors qu'on emmenait Ricardo menotter, il a lancé une dernière menace. « Ça ne s'arrêtera pas là, Tony. Je me battrai. »« Bonne chance, » ai-je répondu, utilisant les mêmes mots qu'Elena employait quand quelqu'un proférait des menaces en l'air. Une fois tout le monde parti, la maison fut silencieuse pour la première fois depuis des jours. Je m'assis dans le fauteuil d'Elena et regardai autour de moi la pièce où Ricardo avait prévu d'abattre des murs et de reconfigurer notre vie. La table basse était encore couverte de preuves. Des photos, des documents, des rapports qui prouvaient que ma femme avait passé les derniers mois de sa vie à me protéger d'une trahison dont je n'avais même pas soupçonné l'existence. Mon téléphone a sonné. C'était James Harrison. « Tony, je viens de parler au procureur. Avec les preuves que nous avons fournies, Ricardo risque entre 5 et 10 ans de prison. Et Clara, si elle coopère, elle obtiendra probablement une libération conditionnelle. Le procureur estime qu'elle a été davantage manipulée que complice. » J'ai raccroché et j'ai pris la dernière lettre d'Elena, relisant ses mots sur la protection et la famille. Elle ne m'avait pas seulement laissé des ressources financières. Elle m'avait laissé la vérité, documentée et irréfutable. Alors que le soleil se couchait à travers les fenêtres du salon que Ricardo ne rénoverait jamais, j'ai compris que le véritable héritage d'Elena n'était pas l'argent ou la propriété. C'était la leçon que parfois, protéger ceux que nous aimons signifie les protéger même d'eux-mêmes. Et que la vengeance la plus puissante n'est pas celle qui détruit l'ennemi, mais celle qui rétablit la justice qu'il a tenté de corrompre. Le jeu s'était terminé exactement comme Elena l'avait prévu. La vérité avait prévalu sur la manipulation, et notre famille était protégée des membres qui avaient choisi la voie de la trahison. Ricardo avait fatalement sous-estimé non seulement moi, mais aussi la femme qui avait passé 3 décennies à apprendre à protéger ce qu'elle aimait de toute menace. Même celle qui venait de l'intérieur de la maison. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le jardin qu'Elena aimait tant, lisant une lettre de l'avocat. Ricardo avait été condamné à 8 ans de prison pour falsification de documents et tentative de fraude. Sa libération sous caution avait été refusée après qu'on eut découvert qu'il avait tenté de soudoyer des témoins. Clara apparut à la porte arrière, hésitante. « Je peux entrer, papa. » Au cours des derniers mois, elle avait pleinement coopéré à l'enquête, révélant des détails sur les manipulations de Ricardo que je n'aurais jamais imaginées. Apparemment, il avait progressivement isolé de moi, semant le doute sur mes capacités mentales et inventant des histoires sur des conversations qu'Elena n'avait jamais eues. Bien sûr, ma fille. Elle s'assit à côté de moi, regardant les roses qu'Elena avait plantées. « J'ai trouvé ça parmi les affaires de Ricardo, » dit-elle en me tendant un cahier. « J'ai pensé que tu devais voir ça. » J'ouvris le cahier et trouvai des pages de notes détaillées sur nos finances, nos routines, et même des observations sur les moments où Elena prenait ses médicaments. Il avait tout documenté comme un prédateur étudiant sa proie. « Clara, tu ne savais vraiment rien de tout ça. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Papa, je te jure que non. Il m'a convaincu que tu devenais confus après la mort de maman. Il a dit que c'était notre devoir de te protéger contre de mauvaises décisions financières.
Je refermai le cahier et regardai ma fille. Elle avait perdu son mari, la maison où ils vivaient comme des dépendants, et avait failli perdre son père à cause des manipulations de Ricardo. Clara, ta mère t'a laissé un compte spécial. C'est suffisant pour que tu recommences à zéro, peut-être même pour retourner à l'université comme tu l'as toujours voulu. Ses yeux s'illuminèrent pour la première fois depuis des mois. Papa, je veux rentrer à la maison. Pas pour vivre à tes crochets, mais pour reconstruire notre relation. Pardonne-moi. J'ai serré ma fille dans mes bras, sentant qu'Elena aurait été fière. Non seulement elle m'avait protégé financièrement, mais elle avait aussi ouvert la voie pour réunir notre famille après la tempête. Margaret Silva m'a appelé la semaine suivante avec une proposition inattendue. Plusieurs familles avaient contacté la banque après l'affaire Ricardo, soupçonnant des manipulations similaires. Elle voulait que je partage mon expérience lors de conférences sur la protection financière des personnes âgées. Elena a toujours dit que vous aviez un don pour enseigner, m'a dit Margaret. Pourquoi ne pas transformer cette expérience difficile en quelque chose qui aidera d'autres personnes? 6 mois plus tard, je donnais ma 5e conférence au centre communautaire. Dans l'auditoire, des hommes et des femmes de mon âge prenaient des notes sur les signes avant-coureurs de difficultés financières et sur la manière de protéger leur patrimoine contre des membres de leur famille manipulateurs. Après la conférence, un homme s'est approché de moi. Tony, ma belle-fille essayait de me convaincre de signer des documents que je ne comprends pas. Après avoir entendu votre histoire, je vais d'abord consulter un avocat. C'est à ce moment-là que j'ai compris le véritable cadeau qu'Elena m'avait fait. Elle ne m'avait pas seulement sauvé de Ricardo, elle m'avait donné un but qui honorait notre vie ensemble. Ricardo a essayé de me détruire en pensant que je n'étais qu'un veuf vulnérable. Mais Elena m'a appris que notre plus grande force ne vient pas du fait d'éviter les tempêtes, mais d'utiliser ce que nous apprenons d'elle pour rendre les autres plus forts. Si cette histoire de dépassement de soi et de protection familiale vous a touché, inscrivez-vous à la chaîne pour découvrir comment d'autres personnes ont transformé leur pire trahison en leur plus grande victoire. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Ricardo, il purgeait sa peine et suivait une thérapie obligatoire. Et moi? Eh bien, j'enseignais à des familles entières à construire des remparts financiers qu'aucun prédateur ne pourrait abattre. Elena avait raison au sujet des racines profondes. Même lorsque les tempêtes arrivent, l'arbre reste debout. Et parfois, il devient encore plus fort.